Substitution nucléophile aliphatique de type SN1. Alors, on a ces réactions qui concernent surtout ces substrats tertiaires, avec un ordre de réaction de 1. Alors c'est un ordre partiel, c'est-à-dire que ça va être un ordre de réaction de 1 par rapport au substrat, mais d'ordre 0 par rapport au nucléophile. Il peut y avoir deux actes élémentaires, mais l'étape cinématiquement déterminante est monomoléculaire. On peut prendre l'exemple d'une molécule, donc d'un carbone, qui serait lié à trois autres carbones et à un atome de brome. Donc cet atome de brome est entouré de ces trois doublets non liants. La liaison, le doublet liant entre le brome et le carbone va être récupéré par le brome qui va donner l'ion Br-, et on va se retrouver avec un carbocation, l'atome de carbone central de tout à l'heure qui a une lacune et qui est donc chargé plus. Ce carbocation va lui réagir avec un électrophile qui est, dans notre exemple, C triple liaison N bar, et donc avec un moins. Et ceci va donner, avec un coefficient de vitesse de réaction K2, le carbone qui sera entouré des 4 carbones, dont celui qui est relié avec l'azote. Voilà. Mais pour que ceci soit considéré comme une substitution nucléophile de type 1, il faut que K2 soit bien supérieur à K-1. C'est-à-dire que c'est la formation du carbocation qui est déterminante. À partir du moment où le carbocation est formé, alors il va très rapidement évoluer vers la deuxième réaction pour arriver au produit final. Voilà. Alors ce type de réaction se fait dans des conditions liées aux énergies, qui sont celles-ci. Alors ça se fait si le nucléophile est plus nucléophile que Y. Le Y, qui était relié à R, est par nature nucléophile, puisqu'il était relié à son atome de carbone. Et donc si Y s'en va, c'est que c'est un nucléophile qui s'en va, et il faut pour cela que le nucléophile avec lequel on veut le faire réagir soit plus nucléophile que le Y en question. Donc on part d'un état où on a RY plus le nucléophile, Nu-, qui est l'état le plus basse énergie. On passe par un état transitoire instable ET1, et on a un intermédiaire réactionnel qui va être R+, plus Y-, donc on a séparé le RY avec en R+, et Y- d'un côté, et on a toujours notre nucléophile Nu-. Et on a à ce moment-là à nouveau le passage par un état de transition qui est 2, un peu plus haut, et qui redescend en énergie jusqu'à former RNU, donc le nucléophile a pris la place du Y, plus le Y- qui s'en va. Voilà. Alors, cette réaction va se produire si l'intermédiaire qu'on a formé, c'est-à-dire le R+, plus Y- plus Nu-, donc l'état où le RY s'est cassé en deux avec le Y qui commence à embarquer l'électron, donc si cet intermédiaire est stabilisé. Alors, les intermédiaires vont être stabilisés de différentes manières, ou peuvent être plus ou moins stables dû à différents critères. Alors tout d'abord, un carbocation tertiaire est plus stable qu'un carbocation secondaire, qui est lui-même plus stable qu'un carbocation primaire. Voilà. Donc cet intermédiaire va nous indiquer sur des réactions qui sont éventuellement possibles ou pas. Et l'intermédiaire peut être stabilisé aussi si on a un carbocation allylique, donc on a des isomères de résonance qui vont stabiliser l'état intermédiaire du carbocation ou du corps en question. Plus on a de possibilités de résonance et de présence de l'électron à différents points de la chaîne, et plus cet intermédiaire sera stable et donc va favoriser ce type de réaction SN1.
Le carbocation est plan. Quand on parle du carbocation, on a ici le carbocation qui est l'état intermédiaire. Ce carbocation étant plan, parce que le carbone ne forme que 3 liaisons, quand il va former la nouvelle liaison avec le NU, le nucléophile, avec le nucléophile, eh bien, il peut former un produit R ou un produit S, c'est-à-dire que le carbocation plan va forcément reprendre une orientation avec les angles classiques du carbone tétravalent. Simplement, c'est équiprobable de faire un produit R ou un produit S, on ne sait pas de quel côté va tourner le carbone. Donc on va avoir obtention d'un mélange racémique constitué à part égale de produit R et de produit S. Donc une réaction de type SN1 n'est pas stéréosélective, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure pour la SN2. Alors comment savoir si on a affaire à une réaction SN2 ou SN1, ou laquelle va être favorisée? En fait, souvent les deux sont possibles, et ces deux types de réactions doivent être vus comme des scénarios limites. Quand on a des halogénoalcanes, primaires et secondaires, il faut s'attendre plutôt à une réaction de type SN2. Alors que en tertiaire, on doit s'attendre à une réaction de type SN1. En fait, ça s'explique parce que dans le cas d'un alcane tertiaire, la formation du carbocation SN1 n'est pas gênée par l'encombrement stérique. Le carbone central, si on a un alcool primaire ou secondaire, va avoir beaucoup plus de place autour de lui que si c'est un alcool, que si c'est un composé tertiaire avec des liaisons et donc un fort encombrement autour du carbone central. Autre critère, la polarité du solvant. Lorsque cette polarité augmente, c'est une SN1 qui va être privilégiée car en fait ça va stabiliser le carbocation qui est ionique. Le carbocation étant un C avec une lacune d'une charge positive, il est donc ionique et un solvant polaire va l'aider à le stabiliser avec une énergie d'activation plus faible d'après le postulat de Hammond. Donc ça va favoriser la réaction du type SN1 au détriment de la réaction SN2. Concernant la proticité du solvant, donc son aptitude à former des liaisons hydrogènes. Eh bien, pour la SN2, en fait, le nucléophile est trop bien solubilisé. Dans ce cas, il est moins réactif. Alors que la SN2 est privilégiée par un solvant polaire aprotique.